Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau qui est une émission spéciale consacrée à la rage au Bénin. Cette maladie dont on parle très peu, mais que nous côtoyons de plus en plus au regard de nos nouvelles habitudes de vie qui mettent en bonne place dans notre quotidien la source même de cette maladie. En effet, en domptant la nature, l'homme a réussi à se faire ami à des animaux et même à les rendre fidèles à lui. Le cas du chien, par exemple, qui, comme son maître, présente autant de races qu'il existe de coins à travers le globe terrestre. Mais le chien est-il l'unique source qui expose l'homme à cette maladie? La tendance des Africains à importer des chiens de plus en plus grands, de plus en plus féroces et à la taille intimidante, résultat de clones scientifiques divers, n'est-il pas, ma foi, un danger permanent pour l'homme? Quelles dispositions il existe au Bénin, sous monsieur donc, qui protègent les citoyens de ces canidés importés? Autant de questions qui méritent d'être posées actuellement au regard de l'actualité récente dans le département du Zou, où des chiens enragés ont fait dégâts et ont obligé l'autorité préfectorale à prendre des mesures spéciales à cet effet. Alors, pour explorer la thématique, j'ai réuni autour de cette table plusieurs profils et spécialités intervenant dans le champ de la préservation de la santé humaine face à la rage. Il y a, et je vais commencer par ma droite, Dr Winok Goudjon, directeur départemental de la santé au niveau du département du Zou. Docteur, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout un plaisir de partager un moment de discussion avec nous autour donc, de ce plateau. À votre gauche, docteur Goudjon, on a un autre docteur, sinon une autre docteur, Simone Kounro, qui est chef département de la surveillance épidémiologique et du suivi et évaluation. Docteur, bonjour à nouveau. Bonjour monsieur Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous nous aiderez à avoir, je dois dire, une idée de la surveillance que nous faisons justement par rapport à cette maladie-là au Bénin. Je vais passer maintenant à ma gauche. Ça va être avec d'abord Dr Espérance Bonté, épouse Nata. Madame Nata, bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois rappeler que vous êtes coordonnatrice du programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies du ministère des enseignements maternels et primaires. Vous vous occupez de toutes les maladies, hein, visiblement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de partager votre expérience et vos connaissances avec nous sur ce plateau en cette occasion. Et puis notre dernier invité, autour donc de cette table de discussion, Dr Victor Alanoton, chef service santé animale au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Monsieur le chef service santé animale, bonjour. Bonjour, cher Tanguy. Bienvenue sur mon plateau. Merci beaucoup. Nous avons pour tenir ces échanges environ 90 minutes avec un public qui va d'ailleurs nous accompagner, comme vous le découvrez bien, sur votre écran. Je rappelle que nous aurons aussi d'ailleurs des éléments témoins que vous aurez à suivre pour montrer un peu l'état des lieux de la rage au Bénin, ce que les populations qui ont été rencontrées pensent de cette maladie et comment est-ce qu'elle la côtoie. Justement, parlant d'éléments, je vais vous proposer de suivre cette réalisation faite à l'occasion de l'organisation de cette émission sur la rage au Bénin. Alors, quelle est la physionomie que cette maladie présente? Voici l'élément enquête réalisé à ce propos. La rage, oui, c'est une maladie que les chiens contractent souvent et par ce biais la main quand ils les mordent. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, avec la rage, nous avons un décès toutes les 10 minutes en Afrique. Bien que la rage soit inscrite parmi les zoonoses à déclaration obligatoire, elle reste une maladie négligée dans notre pays. Le mot rage, ça vient du latin rabere, qui veut dire être fou. Ceci simplement à cause des manifestations cliniques en phase terminale du sujet atteint ou de l'animal atteint. Il est régulièrement vacciné. La première disposition, c'est déjà de vacciner son chien. De le vacciner et puis de le suivre.
C'est pourquoi tous les ans, il faut renouveler le vaccin du chien. La lutte contre la rage passe par la vaccination des animaux. Et c'est le vétérinaire qui vaccine. La première chose à faire, que les propriétaires d'animaux connaissent l'existence du vétérinaire. Que le vétérinaire aussi se fasse connaître. La rage, à la source, est animale. Donc c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui porte d'abord cette politique. Mais, travaillant dans une approche une seule santé, nous sommes en collaboration avec le ministère de la Santé et aussi le ministère du cadre de vie et du développement durable. Ce sont les principaux ministères impliqués. Mais on ne saurait déployer tout cela sans l'appui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour que ceux qui ne vont pas respecter les dispositions réglementaires en vigueur soient contraints. Il faut également dire que nous collaborons au plan international et régional avec l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la FAO également, sans oublier l'UEMOA qui appuie également des activités de lutte contre la rage. Attention, la rage tue une personne toutes les 10 minutes dans le monde. Je m'appelle Guy, je suis vétérinaire. Je veux vous parler de la rage. La rage est une maladie contagieuse et mortelle causée par un virus qui s'attaque au cerveau des animaux et des humains. Le virus de la rage se transmet par la salive d'un animal infecté, principalement le chien, le chat ou le singe, lors d'une morsure, du léchage d'une plaie ou d'une griffure. La vaccination des animaux de compagnie reste le moyen le plus sûr pour lutter contre cette maladie. Faites vacciner vos chiens, vos chats ou vos singes sur les lieux de vaccination de votre localité. Ensemble, nous pouvons vaincre la rage. Ceci est un message des ministères en charge de l'élevage, de la santé et du cadre de vie, en partenariat avec le secrétariat exécutif du CNLSTP, avec l'appui du projet REDIC financé par la Banque mondiale. Les chiffres sont assez inquiétants. Une personne qui meurt toutes les 10 minutes en Afrique du fait de cette maladie. Docteur Enoch Goudjos, c'est quand même alarmant. Oui, ces statistiques sont les statistiques à l'échelle du monde. Il faut dire qu'au Bénin, la situation est revenue à la normale depuis un bon moment et qu'actuellement, cette situation est stable et sous contrôle. La normale, c'est quoi? C'est une personne chaque année ou... Non, nous avons les statistiques habituelles. Il y a des cas. Il faut dire de façon... Ce que l'on enregistre le plus, c'est des cas de morsure. Et tout cas de morsure n'est pas systématiquement un cas de rage. Voilà. Docteur Simon Kounoko, vous qui êtes sur la tour de contrôle, comment est-ce que vous voyez depuis votre haut, je dois dire, l'état des lieux de la maladie au niveau du Bénin? L'état des lieux de la maladie au Bénin, je crois que la situation se gère vraiment correctement. C'est l'exemple du département du Zou, où nous avons connu des cas de morsure avec des cas de rage, mais ça a été géré par les autorités sur place de façon convenable, avec l'appui du préfet, des maires, la direction départementale de la santé, représentée ici par le docteur Goudjos, et l'ensemble des parties prenantes qui sont engagées dans la lutte contre la maladie. Je veux également citer le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et dans le département du Zou, la direction départementale a joué un grand rôle dans la réponse contre cette maladie, dans la situation qu'a traversé le département du Zou. Merci. Docteur Alanoto? Oui. On sait que la catégorie de population vraiment exposée justement aux animaux à la maison, c'est surtout les enfants. Et quand ils vous viennent aussi, notamment au niveau des écoles, ils ne sont pas aussi tant que protégés. Aujourd'hui, au niveau donc des écoles, qu'elles soient maternelles ou primaires, quelle est, je dois dire, la situation, quelle est la perception et la présence dans l'esprit de cette maladie?
Oui, merci. Et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord saluer les amis, les collègues qui sont sur ce plateau avec moi. Et pour revenir à votre question, il faut dire que c'est une maladie qui est très négligée, et ce qui fait que dans la population générale, elle n'est pas connue. Et nous avons donc dans le cadre du programme d'élimination de la rage canine à l'horizon 2030, nous avons mis beaucoup l'accent sur la communication. Et dans ce sens, nous avons, disons, fait des activités dans le sens de la sensibilisation des enfants au niveau des écoles. Surtout, les directeurs et les directrices d'école ont été formés à la problématique, et ensuite, ça a été relayé au niveau des enfants. Surtout que, vous savez, comme vous l'avez dit, ce sont les enfants qui sont les cibles de la rage. Dans les statistiques, généralement, ce sont des enfants de moins de 15 ans qui sont les victimes. Donc, nous sommes en train de déployer vraiment de vastes campagnes de sensibilisation au niveau des enfants pour que la perception puisse changer. Après, je vous écoute, j'ai l'impression que l'examen, l'étude, la maîtrise, la connaissance de la rage n'est pas vraiment enseigné en tant qu'élément, je dois dire, d'enseignement dans les salles de classe, mais que vous limitez seulement à la sensibilisation. Alors que je me rappelle très bien que quand j'étais encore au cours primaire, on nous parlait de la rage et justement de ces sources, doit-on dire. Madame Nata, véritablement, est-ce que nos curricula de formation ont fait une place justement à l'enseignement de cette maladie? Merci Tanguy. C'est vrai qu'on évoque la question de la rage, mais à travers le vaccin, et dans la situation d'apprentissage 5, au niveau de l'éducation scientifique et technologique. Mais ce n'est pas approfondi. Ce n'est pas approfondi. C'est pourquoi ces sensibilisations sont venues à point pour renforcer la capacité au niveau des enseignants qui, à leur tour, sensibilisent leurs apprenants. Voilà la campagne qui a été menée au cours de... On a tout fait de dire que la maladie n'est pas suffisamment connue. Alors, vous vous êtes engagé dans une sensibilisation aujourd'hui. Quand vous allez au contact des populations et que vous discutez avec elles, vous avez l'impression vraiment qu'elles découvrent la maladie, qu'elles ne la connaissent vraiment pas? Monsieur le directeur départemental. Oui, Tanguy, il faut juste dire que ce n'est pas une maladie courante. En tout cas, pas au Bénin. C'est vrai qu'il y a des cas de morsures, mais il n'y a pas assez de cas de rage de sorte béninois puisse à un moment ou un autre se confronter de façon manifeste à un cas de rage. Et donc c'est au moment où nous avons connu la crise que nous avons entretenu les populations sur cette maladie. Et l'observation globale est qu'il y a une frange de la population qui connaît cette maladie, mais il y a une partie qui ne connaît pas. Voilà. Oui, je voudrais contribuer à ce que le directeur départemental vient de dire. Pour dire, en fait, c'est la rage, elle est une maladie tropicale non maîtrisée. Et comme vous avez vu dans l'élément qui est passé, les statistiques ont dit chaque 10 minutes, on a un décès de la rage. Et vous avez posé la question, qu'en est-il au Bénin? Et effectivement, on pourrait transposer cette statistique vers le Bénin. Pourquoi? Tout simplement parce que la population, ne connaissant pas donc cette maladie, ne déclare pas et ne vont pas au centre de santé. Et pour eux, pour elles plutôt, c'est toujours un mythe. La population continue de penser que la morsure d'un chien, par exemple, est liée à la sorcellerie. Donc autour de cette, voilà, autour donc de ce mythe, les gens ne se portent pas systématiquement vers les centres de santé qui captent l'information pour se soigner. Donc on a un problème aujourd'hui de sous-notification
des cas de rage dans notre pays. Donc ça, c'est très important. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse du système sanitaire chez nous? La question de politique publique en matière de santé publique, est-ce que cela fait place véritablement à la rage aujourd'hui, docteur? Merci, monsieur. On a l'impression que autant la population ignore la maladie, autant aussi la politique publique accorde très peu d'attention à cette maladie. Monsieur Tanguy, je peux avouer que la situation a quand même véritablement changé. Parce que de plus en plus, il y a de communication autour de la maladie pour vraiment sensibiliser, comme l'a dit docteur Victor, pour sensibiliser la population. Est-ce que ce n'est pas à partir de ce que nous avons vécu dans le zoo qu'on s'est enfin réveillé pour dire, mais tiens, ça peut... Non, je ne pense pas. Peut-être que ça n'a pas... Et ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Mais il y a quand même toujours une communication autour de la maladie. Vu que notre système a retenu la rage comme une maladie prioritaire et c'est sous surveillance et c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, il y a une surveillance de la maladie et dans le secteur santé humaine que dans la santé animale. Il y a une surveillance qui est organisée autour de cette maladie et les cas sont déclarés. Les cas déclarés sont pris en charge, en griffe, je dis, les cas déclarés sont pris en charge. Mais les cas de morsure également, il existe le protocole de prise en charge de ces cas et de morsure de chiens au niveau des formations sanitaires. Et les acteurs du système sont quand même formés sur ce protocole. Et puisque nous avons quand même fait une supervision récemment au cours de l'année 2023, une supervision conjointe CNLSTP, direction de l'élevage, qui s'est penchée sur la question. Et nous avons pu constater au niveau des formations sanitaires que les protocoles existaient. Et donc... On en viendra tout à l'heure à la prise en charge du point de vue coût, puisqu'il y a un acteur qui a quand même relevé dans l'élément témoin que nous avons suivi que les soins sont assez difficiles d'accès au regard donc, du coût. Docteur Nata, est-ce que quand vous voyez un peu la sensibilisation que vous aviez entreprise à l'endroit des apprenants, vous pensez que le message passe véritablement auprès des enfants? Est-ce qu'ils assimilent, est-ce qu'ils comprennent le danger qu'il y a à côtoyer, que ce soit un chien ou un chat, puisque c'est eux qui réclament d'ailleurs de plus en plus maintenant d'avoir un chien ou un chat à la maison? Oui, Tanguy, il faut dire que les enfants ont beaucoup apprécié cette sensibilisation parce qu'ils ne savaient pas que c'était un danger public que d'avoir un chien avec eux. Donc ça a été vraiment une sorte de coup qu'on a envoyé. Et tous, ils sont allés dans leur domicile sensibiliser leur père. Et même certains parents d'élèves nous ont approchés pour mieux comprendre. Ah oui? Pour savoir, mais qu'est-ce qu'on dit des chiens, que les enfants sont venus à la maison, leur parler de rage. Est-ce que tous les chiens qui sont dans la maison sont enragés? Tout ça, on leur a expliqué que non, c'est les chiens qui sont malades qui ont la rage. Et il faut éviter qu'ils tombent malades à travers la vaccination qu'on doit le faire de façon préventive. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu vraiment un déclic au niveau de tous les apprenants et même des enseignants qui ont reçu cette formation. Parce que ce n'était pas gagné à l'avance. On savait qu'il y avait un vaccin anti-rabies qu'on nous disait, mais en réalité, on ne comprenait pas le bien fondé de cette formation. Voilà. Je reviens à vous. Le coût, est-ce que c'est vraiment accessible aujourd'hui, la prise en charge? Quelqu'un qui est mordu par un chien qui court vers le centre de santé, est-ce qu'il est sûr de pouvoir débourser ce que vous lui diriez? Merci, monsieur Tanguy. Le coût, certes, c'est élevé, mais ce n'est pas sur place qu'il faut débourser les 100 000 dont... C'est pas sur le champ. C'est pas sur le champ, c'est une prise en charge sur une période donnée, mais le premier contact au centre de santé, il y a un coût. Et comme il a présenté tout à l'heure, ça va faire autour de 27 000 d'emblée. C'est trop élevé, certes, mais la santé
La santé n'a pas de prix comme on aime le dire. Il faut dire que le coût dépend aussi de la source d'approvisionnement. Donc, si l'on va s'approvisionner en officine classique, il est évident que ça revienne un peu plus cher. Mais lorsqu'on ne s'approvisionne pas le circuit étatique, lorsque c'est les formations sanitaires qui vont s'approvisionner à la SOBAP, qui est une société affiliée, liée au ministère de la Santé, le coût revient beaucoup moins cher. Ça revient beaucoup moins cher, de moitié carrément. Et il faut dire que dans l'épisode du zoo, il y avait eu des dispositions d'accompagnement qui ont permis à ce que les populations qui n'étaient pas en mesure d'acheter les produits puissent quand même avoir accès à travers des subventions. Allez, on va faire un rappel des faits rapidement, puisque vous êtes directeur départemental du zoo, de la santé. On sait que des cas récents ont été enregistrés à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé dans le zoo, c'est, comme l'a dit mon collègue Dr Kounoho, que le système de santé dispose d'un sous-système de surveillance épidémiologique. Et ce système a également une composante communautaire qui implique les élus locaux, les leaders d'opinion, les maires et autres, à sa tête le préfet, que je salue d'ailleurs, M. Firmin Couton. C'est pas son truchement qu'on a découvert qu'il y a eu le tout premier cas. Donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est rapproché de l'autorité préfectorale pour lui dire effectivement, le cas est là. On a mis en place, le préfet a mis en place un comité de riposte, prenant en compte les acteurs du One Health, donc la santé humaine, la santé animale, l'affaire sociale, la police républicaine et tout. Et cette équipe s'est donc portée sur le terrain pour faire une investigation autour du cas et il s'est avéré que c'était effectivement un cas de... Et les gens nous ont beaucoup inquiétés, on a dit que c'est au-delà de ce seul cas et qu'il y a beaucoup de malades qu'on a identifiés. C'est le cas de démarrage, c'est comme ça on a découvert le premier cas, mais après il y a eu d'autres cas. Au total, 4 cas ont été formellement notifiés comme étant cas de rage manifeste, et comme on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, et malheureusement ces 4 cas-là sont décédés. Déjà. Mais il faut dire que pendant la période, ce qui a été alarmant, c'est pas le nombre de cas de rage, c'est peut-être le nombre de cas de morsures, parce que courant mai-juin 2023, et sur la période critique, on a enregistré environ 250 cas de morsures. Dans le département? Dans le département. Et y avait-il une commune oui, bien sûr. C'était autour d'Abomey, Boycon et Djidja. Donc, c'est d'ailleurs la zone du département où il y a le plus de chiens, parce que les populations utilisent ces animaux non seulement comme animaux de compagnie, mais également comme pour les accompagner dans les activités de chasse. Voilà, donc il y a beaucoup de chiens. On a enregistré beaucoup de cas de morsures, mais on a enregistré 4 cas de rage. Voilà. Donc il y a eu toute la prise en charge préventive qui a permis à ce que tous ces cas de morsures ne se soient pas convertis en cas de rage. Alors du coup, on s'est engagé dans une sensibilisation accrue, c'est bien cela. Je veux bien savoir quel est le message que vous leur passez souvent quand vous rencontrez que la population soit adulte ou enfant. Qu'est-ce que vous leur dites? Commençons par les enfants déjà, docteur Alanoto. Qu'est-ce que dans ce méfiez-vous de vos chiens, de vos chats, de tous ces animaux qui vous entourent, ne les approchez plus? Quel est le message que vous leur passez? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais rapidement revenir sur une question liée à la politique que l'État déploie en matière de lutte contre la rage au Bénin. Il faut dire que depuis 2017, le pays dispose d'un plan national stratégique d'élimination de la rage à l'horizon 2030. Et ce plan prévoit la surveillance, la vaccination, la sensibilisation et la communication autour de la problématique. Et c'est dans ce sens-là, dans la rubrique communication,
que nous avons ciblé les enfants comme étant des cibles parce que, comme je le disais, ce sont les enfants qui sont les plus mordus, mais également ce sont les enfants qui amènent les chiens à la vaccination. Donc ils sont des cibles très importantes à sensibiliser et éduquer. Et donc les messages qu'on passe à ces enfants, c'est essentiellement les comportements à risque qu'il faut éviter. Par exemple, lorsque vous êtes un enfant et sur votre chemin d'école, si vous rencontrez par exemple un chien errant, il faut éviter de ne pas courir, il faut éviter de ne pas prendre un bâton pour l'agresser. Donc ce sont des messages qu'on adresse aux enfants pour qu'ils se préparent au comportement à risque. Oui, mais ça c'est quand l'enfant est face à un chien qui n'est pas le sien. Madame Nota, quand c'est son propre chien, quand est-ce qu'il sait que le chien est enragé et qu'il faut s'en méfier? Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, on leur dit que quand le chien commence par fuir l'eau, ça veut dire qu'il y a un problème. D'abord, quand le chien change d'habitude, alors qu'il était très très doux au départ, mais quand il commence par être un peu agressif, qui a les yeux hagards, réservé, ne s'approche pas trop et fuit l'eau surtout, on dit de se méfier et de vite interpeller ses parents pour que les vétérinaires viennent voir ce chien. Donc les enfants, on leur dit en même temps de rappeler à leurs parents qu'ils doivent faire vacciner tous les animaux de compagnie, que sont les chats, les singes et les chiens qu'ils ont à domicile. Parce que parfois les parents sont négligents, mais quand on passe le message aux apprenants, c'est vite relayé et il faut tout pour que leur vœu soit satisfait. Parce qu'on a vu des enfants revenir nous dire après la sensibilisation que tous les chiens ont été vaccinés. Vous voyez, ça veut dire que le message est porté. Le même message à l'endroit des adultes aussi, ou bien ils ont un message singulier? Les adultes, je pense qu'on doit passer le message surtout sur la vaccination des animaux de compagnie, comme l'a cité docteur Nata, chiens, chats et singes que nous avons habituellement à domicile. Et certains traitent également leurs chiens de façon exceptionnelle. Donc, ils doivent pouvoir également éviter les situations de léchage de muqueuses ou de plaies qui existent sur la peau. Quand tu sais que tu as une lésion sur ton corps, tu dois pouvoir éviter de s'approcher du chien si tu avais l'habitude de jouer avec le chien. Dès qu'il y a une porte d'entrée, tu dois te méfier du chien. Je ne dis pas que le chien est malade, mais c'est déjà des signes avant-coureurs peut-être. Il faut éviter. Et insister sur la question de vaccination. Et c'est chaque année qu'on doit vacciner les animaux de compagnie. Docteur Alanota, vous avez évoqué tout à l'heure la politique à l'horizon 2030. On en est où là? Oui, en matière donc de la politique d'élimination, c'est d'abord la surveillance. Nous avons mis l'accent sur la surveillance de cette maladie-là parce que depuis 2001, le pays dispose d'un réseau de surveillance épidémiologique qui surveille donc les maladies et qui capte tout ce qui est alerte. Quand il y a par exemple des cas de morsure dans une commune, nous avons un dispositif qui est composé des agents de contrôle des produits animaux qui sont au niveau des communes et qui relaient ces informations-là vers le niveau départemental et puis du niveau départemental vers le niveau national. Encore que pour rendre ces informations plus rapidement disponibles, nous avons mis en place un système informatisé de notification en temps réel. Donc aujourd'hui, dans une commune X, lorsqu'on a un cas de morsure de chien, très rapidement, le cas peut être suivi et puis identifié au niveau donc, national. Et cela n'a pas suffi. On a
déployé sur près de 2 mois la surveillance active sur cette maladie, en impliquant les vétérinaires privés, et c'est l'occasion de les saluer. Ils ont fait un travail formidable en faisant donc des prélèvements de têtes de chiens qui sont envoyés au laboratoire pour pouvoir mesurer la prévalence donc de cette maladie au niveau de notre pays. En plus de ça, c'est la question de la vaccination. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e édition de campagne de vaccination de masse sur cette maladie-là. Voilà. Ouais, mais quels sont les effets justement de toutes ces actions-là sur l'état des lieux de la maladie, docteur Goudjo? On a l'impression que l'État s'est bien armé pour faire face à cette maladie, mais on se surprend de découvrir que dans le zoo, il y a quand même des situations comme ça qui ont pu échapper à la vigilance de l'État. Quels sont les impacts de ces différentes politiques-là sur le recul de cette maladie? L'impact est manifeste, ce d'autant plus que on enregistre depuis de moins en moins de cas de morsures. Et on n'a plus de cas de rage depuis environ 7 mois du tout. Et c'est la preuve que toutes ces politiques ont eu d'impact. Et comme l'a dit les panélistes avec moi, suite à la campagne de la vaccination, je crois que la grande majorité des chiens ont été vaccinés. Et c'est ça qui est le gage de l'élimination de la rage. Est-ce qu'on devrait commencer à s'inquiéter ou s'inquiéter plutôt de cet état de fait que, certainement vous aviez remarqué avec moi, nous avons tendance maintenant à importer des chiens, à les cloner, des chiens clonés avec des races différentes. On veut avoir le chien le plus géant de la planète, le plus géant du quartier. On est très fier de son chien. Et non seulement qu'on est fier d'avoir des chiens et avoir des animaux qui sont d'une hauteur et d'une férocité donnée, on veut surtout être plus intime, le plus près possible de ces chiens-là, parce que nous regardons à la télé et nous voyons que justement les Blancs, eux, ils dorment avec leurs chiens dans leur lit, ils dorment avec leurs chats dans leur lit. Et nous avons importé aussi ces maladies. Est-ce que ce ne sont pas, je dois dire, des habitudes, des référents qui pourraient être dangereux pour nous, docteur Kounoumou? Bon, monsieur Tanguy, je ne dirais pas que c'est dangereux. Je dirais oui et non à la fois. Ah oui? Oui, parce que la rage, c'est une maladie grave et mortelle. Mais quand le sujet se retrouve dans une situation de morsure par les animaux, quand la bonne conduite est tenue, il n'y a pas de risque que la victime développe la maladie. Mais je peux aussi dire que tout à l'heure, il y a beaucoup plus de sensibilisation aujourd'hui par rapport à la maladie. Il y a un plan stratégique d'élimination de la maladie qui est mis en œuvre. L'État investit dans la communication sur les risques de la maladie et nous avons l'appui des partenaires comme l'a cité Dr Victor, l'OMS, la FAO, la Banque mondiale à travers le projet REDIC. Donc la lutte, la réponse est permanente, la surveillance est permanente. Donc les adultes, s'ils sont sensibilisés à la bonne conduite en face d'une situation de morsure ou de léchage de muqueuse, il n'y a pas de risque, il n'y a pas à s'inquiéter en réalité. D'être proche de ces animaux. Docteur Nathan? Oui, Tanguy, pour moi, l'essentiel, c'est surtout de prévenir la maladie. Il faut un suivi régulier de ces animaux dans les vaccinations. C'est surtout ça le préalable à tout. Le reste n'engage que celui qui a son Il n'y a pas animal. donc une phobie à nourrir par rapport à ces animaux en réalité. Docteur? Non, de mon point de vue, lorsque on veut avoir des toits avec un animal de compagnie, je crois que c'est des appréhensions personnelles. Mais il faut s'assurer que cet animal-là ne va pas vous transmettre des maladies
que vous ne souhaitez pas, en l'occurrence la rage. Donc il est donc nécessaire que cet animal soit suivi. Donc ce n'est pas le suivi essentiellement pour ce qui concerne la rage, mais c'est le suivi de façon globale. Il faut que cet animal soit entretenu du point de vue hygiène et tout. Voilà. On reviendra sur les attitudes les bonnes, en tout cas pour se préserver, se prévenir de cette maladie et toujours rester ami à ces animaux de compagnie, surtout qu'on a remarqué qu'on est de plus en plus attaché maintenant à ces animaux. J'ai suivi une scène sur Internet l'année dernière où la mort d'un chien a provoqué comme je dois dire, c'est pas moi, un supplice moral dans une famille, comme si c'était vraiment un élément de la famille, un membre de la famille qui était décédé. Évidemment, c'était un animal de compagnie et donc avec qui on a passé un certain nombre d'années, ça peut se comprendre qu'on ait ce genre d'émotions. Et surtout beaucoup d'émotions quand on sait que la maladie, quand elle attaque une personne proche, elle peut provoquer sa mort. D'ailleurs, même un citoyen béninois en a été victime, son parent a été mordu par un chien, ils s'en sont pas rendu compte, lui-même pensait, la victime, que c'était un envoûtement, une question de sorcellerie, il n'a pas déclaré et conséquence, il est décidé par la suite. Je propose qu'on retourne à la régie pour écouter justement le témoignage de cet homme-là. Il a une intervention en fond, on va revenir résumer cela après, on va suivre d'abord. Dai me ho mitula wino chuku bandi somo dai ya amo kame mi ade ni yo no chele chuku de yo etagba trala oje do chiche ngo sin teto arrondissement teto bokaro koji kame famille won wi me na ko chiru po e kan le odu be no lo won wi Félix e we kan le odu yo Kalion était au le chodu a do yebo e wa kan to kuto be do kan ne so no mi bo kan do mi yo kan na ku no gbo kan le kujo ayo ho e kujo ayo ho yo e so ke na bo do mi me de bonu mi so be o sun de jia kan le wa no fle ablo na isuza atonpo enepo moyo na o ti wa be na me ti kan le odon e gbagba dandu wa mi bi dalisa be ho me yo eja dosuji o ntega ba da dosu e na mi amblogo nu emi he mi azan fo mele yo mi zan ni wa pa ite to ko yo e do ke kanlin du ipon ayeji yo motro etum bodo kanlin du ipon ayeji mi me e ma dona mi me de ke ana mi do ke kanlin de kundu mi pon o ede so ya kenu bodo kanlin do po akhadu mi e nka ho mi ti o khadu mi o e kan do mi ka do kan le kun togbe o no kan le kun togbe o ene o ya ji e ti no ba sin ye avo no jo bo ni awun ni le bo ni do se sin gba sin mi o e so jo ni o si ono kun ade do si ono kun ado mi on proversin bo ni do a proversin me ti la mi bo na du mi o aso du ore ikoton on do du kun wa on si du a mi amo le bi de me yo a no gbodo ere me kan e patato nu ene lenu le yo ije bodo mi gbon ko le neji bodo mi ni no so ni nugbo amejo e amasi no so ni kaka wa no nene ni egbe u mede ko ha mede lo to ko me ka bi kan du mede e mo a mi me no bi ton le o mi no akonton bo wa ko de be ku e wa ku yo ka le de mesedo o su ene o atinke bo mi po nu e so do mo ko kan ko nu bi po yo e wa iblo bo mi so dodo mele de wa so ne me kan de yin me setu wa so ne mi lo mi na to ku tonu ye egbe bodo ni kuta so bo mele de po mi me de po mayen me mi de bo ne wa mi mayen wa no ne si wa mi a eteron fo na zan na wa eteron fo na zanu nu mo ko to wa to hwe bona to yen fi o tu bona le ko ma hwe bo he na san fo na no lo mi no pon me lo mi so a mi gan yo evi mi ta o mi to ku tonu mi. Voilà donc le témoignage de ce citoyen récolté dans le département du Zou.
où justement son parent a été victime de la morsure d'un chien. Et comme il est de coutume, en tout cas dans certains milieux, tout est attribué justement à la sorcellerie. Donc le parent a cru que c'était un sorcier qui l'avait mordu, s'était transformé en chien et l'avait mordu. Et donc il a dû faire ce qu'il devrait faire au plan donc occulte. Se promettant d'ailleurs que le chien allait mourir avant même le lendemain. Effectivement, comme disait donc son parent qui faisait le témoignage, eh ben, le chien était mort. Donc il s'est dit qu'effectivement, ça doit être donc un chien envoyé. Sauf que 1 mois ou 2 mois plus tard, il a commencé à manifester les signes, notamment la fuite de l'eau et bien des comportements ressemblant un peu à ce chien-là. Réaction rapidement par rapport à ces témoignages. Oui, docteur. Oui, monsieur Tanguy, lorsqu'on écoute un témoignage pareil, c'est que c'est assez frustrant, hein, et ça donne de l'émotion, surtout que soi-même, lorsqu'on a été victime déjà une fois, hein, de morsure de chien, on sait comment la plaie, hein, toute la difficulté qu'on a, ne serait-ce rien qu'avec la plaie, hein, que la morsure de chien peut provoquer. Maintenant, l'autre aspect, c'est que la rage, une fois que c'est déclaré, elle est mortelle. Et puis c'est comme un accident de route. Vous vous levez un matin, un chien vous attaque, et puis soit les semaines qui suivent ou bien les mois qui suivent, vous mourrez. Donc c'est vraiment une maladie à prendre avec toute la rigueur et toute la précaution qu'il faut. Madame, docteur, oui, Madame Nata. Oui, Tanguy. La réaction par rapport à ce témoignage. C'est vraiment très émouvant. C'est très émouvant de voir son parent mourir du fait de la morsure de chien. Et tout ceci, c'est parce qu'il n'était pas informé suffisamment sur la maladie. Sinon, la première réaction serait de se rendre dans un centre de santé pour dire son souci de morsure de chien et démarrer alors le traitement au besoin. Donc, ce qui fait qu'il urge vraiment que toutes les populations, et comme je l'ai dit, pour que la population soit informée, il faut passer par le secteur de l'éducation. Parce que tous les enfants... On peut la jouer en tout cas à ce niveau. Voilà. Docteur Kounoko, un mot sur le témoignage, ça vous dit? Je crois qu'ils ont dit l'essentiel. Et je dirais que c'est douloureux quand même de constater que quelqu'un meurt suite à une morsure de chien. Parce que c'est tellement banal. Morsure de chien, la réaction systématique, c'est d'aller au centre de santé pour une évaluation des risques et la prise en charge en conséquence. Et la personne est sauvée. Donc c'est l'ignorance qui a conduit à la mort pour la victime. Voilà. Monsieur Dieudonné. Oui, devant ce témoignage, la sensibilisation prend tout son sens. Parce que tout ce qui est arrivé dans ce témoignage, c'est un manque d'information. Et je voudrais rebondir sur ce témoignage en disant déjà que lorsqu'on est victime de morsure de chien, souvent le réflexe c'est d'abattre le chien, ce qui n'est pas du tout recommandé. Et le réflexe c'est de plutôt observer le chien, donc il ne faut pas abattre le chien. Et il faut mettre le chien sous laisse et le faire observer par un médecin vétérinaire. Parce qu'en réalité, la prise en charge dépendra de la survie ou non du chien. Lorsque le chien finit par mourir, ça conforte que le chien était effectivement enragé. Donc ce chien qui est mort, c'est la preuve que ce chien était effectivement enragé. Donc, si c'était porté vers un centre de santé et qu'ils avaient signifié que ce chien est mort, est décédé, est mort juste après, même si on ne connaît pas le statut vaccinal du chien, d'éléments
vraiment probant pour dire si le chien est mort, ça dit que votre situation doit être prise en charge avec beaucoup de rigueur. Donc voilà. Et puis, je le répète, la sensibilisation prend son sens parce que effectivement, lorsqu'on voit un sujet dans la phase maladie de la rage, si l'on n'est pas averti, et tout prête vraiment à croire à des forces incontrôlées, parce que vraiment c'est des comportements déchaînés, c'est comme on le dit, de la folie, c'est de l'aboiement aussi et tout. Donc si on n'est pas averti, on va penser à tout et n'importe quoi. Donc devant ce témoignage, je pense que la sensibilisation qui se fait déjà doit être renforcée de plus en plus, et c'est déjà heureux qu'il y ait un dispositif au niveau des établissements scolaires qui utilisent le vecteur de communication très propagateur qui sont les enfants. Vous savez très bien comment est-ce que les Béninois sont enclins à vraiment respecter, je dois dire, les dispositions et les normes dictées par le gouvernement et l'État de façon plus large. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen de faire contrôler davantage les chiens plutôt que de conseiller la vaccination systématique et globale? Vous voyez un peu la difficulté que la municipalité de Parakou, par exemple, a à lutter contre les animaux en divagation. Et tant que les animaux sont en divagation, on n'a aucun contrôle sur justement la maladie, non, docteur Kounoro? Monsieur Tanguy, je crois qu'on doit amener progressivement la population à respecter les règles. Parce qu'en matière d'animaux en divagation, il y a les dispositions prévues par la loi. Je ne peux pas dire exactement l'article, mais les dispositions sont prévues. Et il faut qu'on l'applique. Animaux en divagation, ça suppose abattage, mais quand on dit abattage, on est un peu sceptique. Et dans ce sens, la direction de l'élevage dispose d'un dispositif actuellement pour réduire cette sensibilité sur le bien-être de l'animal. Oui, je crois quand même qu'il faut saluer ce qui se fait aujourd'hui en matière donc, de la lutte, surtout la vaccination, parce que elle est l'âme essentielle de lutte contre la rage. Quand un chien est vacciné, c'est définitif, c'est fini. Vacciné, lorsque la population canine est vaccinée à 70 à 80%, on est sûr donc d'éliminer la rage canine. Et ce qui se fait aujourd'hui, il importe quand même de donner des chiffres en ce qui concerne la campagne de vaccination de masse que nous avons déployée. Je vous avais dit que nous sommes en notre troisième édition. L'édition de 2019, nous avons vacciné à peu près 20 000 animaux de compagnie, c'est-à-dire chiens et chats, singes y compris. En 2000, des gens ont des animaux de compagnie comme le singe? Oui, Ah oui? Oui. Y compris. Et en 2020, nous avons vacciné 38 000 chiens, chats et singes. Et en 2023, nous avons vacciné 90 000. Environ 90 000 chiens et chats. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous avez une idée claire et précise de la démographie canine exacte au Bénin? Je crois que c'est vrai, ça c'est une problématique. Et la direction de l'élevage est en train de travailler là-dessus pour se faire accompagner par les partenaires et même y compris le gouvernement d'ailleurs, pour qu'on puisse arriver à recenser la population canine. Sinon, on n'a vraiment pas une idée réelle, mais lorsqu'on a déployé la politique de campagne de vaccination avec l'accent qui a été mis sur la mobilisation sociale, cela permet vraiment de voir qu'on a effectivement beaucoup. Donc, on a vacciné 90 000. Je crois que pour les éditions à venir, on va encore aller plus que ça. Donc, c'est très important. Maintenant, venons à votre question sur les animaux en divagation, qui sont problématiques. Mais du coup, les acteurs politiques ont dû se raviser parce que oui, il y a de la réglementation en la matière. Lorsque vous avez un chien, c'est une responsabilité. Avoir un chien, ça ne fait pas partie des besoins fondamentaux. Plutôt, c'est un luxe. Et donc, vous devez pouvoir garder proprement votre chien
le nourrir. Et donc, s'il y a des chiens qui divaguent, la loi prescrit à ce que ces chiens soient systématiquement abattus. Et c'est d'ailleurs... Mais c'est en déphasage avec notre habitude, notre culture. On sait que chez nous, l'élevage, c'est à ciel ouvert. On n'a pas d'enclos, on n'a pas besoin d'avoir d'enclos, etc. Le chien, il donne là où il veut, il visite qui il veut, etc. dans le village. Oui, justement, c'est là la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il faut vulgariser les tests pour que les gens puissent savoir ce qu'il y en est. Parce que les gens étaient confondus lorsque le préfet de Zou a pris la décision de faire la bataille systématique autour des foyers de rage qu'on a eu dans le zoo. Et la pertinence de cette décision, c'est que c'est pour éviter qu'il y ait la propagation du virus. Non seulement éviter que les animaux, les chiens errants, continuent de se mordre, de se voir, de se transmettre la maladie, et éviter qu'il y ait aussi d'autres cas de morsure, humaine. Donc c'est très important de savoir que lorsque vous avez un animal et que vous ne gardez pas, la loi dit, quand l'animal est en divagation, systématiquement, c'est considéré comme un animal à abattre. Voilà. Oui, mais on a parlé des animaux en divagation. On a aussi cette propension à garder les animaux chez nous, même si on a des cages appropriées, même si on a des laisses qui sont appropriées. Mais docteur Goudjor, vous n'êtes pas sans savoir, c'est toujours dans le zoo. Hein. Désolé de mettre l'accent sur votre département. Je ne sais pas si ça fait exprès quand vous avez invité sur ce plateau à cet effet. Dans le zoo, notamment à Boyko et environ, on a appris quand même qu'un lion qui était très bien surveillé, par exemple, a agressé un enfant jusqu'à la mort, par exemple. Donc, même les dispositions à la maison ne protègent pas systématiquement et totalement, je dois dire, de ces dangers-là. Oui, c'est évident. Il faut dire simplement que tous les animaux, quand ils sont des animaux dangereux, ils peuvent devenir dangereux, même si on a l'impression de les avoir domestiqués, il y a toujours l'instinct sauvage qui est caché quelque part et qui peut se révéler à tout moment. Donc il est nécessaire, lorsqu'on a des animaux, même si à un moment donné ces animaux semblent dociles et soumis, il faut toujours avoir derrière sa tête qu'il faut savoir garder une petite distance. Il faut avoir de la réserve par rapport à tout ça. C'est vrai, c'est des événements malheureux qui sont survenus, mais bon, voilà, ça arrive comme ça, qu'un animal qui a priori est domestiqué retrouve son instinct sauvage à un moment donné. Donc, on veut ajouter quelque chose? C'est bon. Ça peut aller? Allez, on va revenir à l'affaire de sensibilisation pour voir un peu si vous avez limité l'action de sensibilisation entre vous seulement. J'ai deux types d'acteurs sur ce plateau. J'ai ceux qui sont du domaine de la santé et ceux qui sont du domaine de l'éducation. J'ai l'impression que les organisations de la société civile ne vous intéressent pas et que vous êtes bien dans un cercle où, bon, le message est bien connu et vous faites votre sensibilisation. C'est bien cela, Madame Nata? Comment vous mobilisez les gens autour de vous pour vous accompagner, pour vous appuyer? Je crois, sauf erreur de ma part, que ça doit être la première émission qu'on organise à ce propos sur Canal 3, par exemple, depuis qu'on a commencé à parler de rage. Oui, docteur Tanguy, il faut dire que il y a les secrétaires généraux parmi les enseignants et des directeurs d'école. Les secrétaires généraux de syndicats? Oui, de syndicats parmi les enseignants. Mais surtout, c'est la vue que nous voyons, sinon l'avenir de cette sensibilisation, c'est que ces directeurs que nous avons formés puissent relayer l'information à travers leurs unités pédagogiques. Ils ont des creusets dans lesquels ils partagent les formations reçues. Et l'un des creusets forts, c'est l'unité pédagogique. Et dès que c'est planifié, et au niveau des inspecteurs qui les encadrent, il y a d'abord un briefing entre les directeurs et les responsables d'unité pédagogique.
Et eux, à leur tour, avec les enseignants de pôle, ils relaient les informations. Ainsi, sur le plan national, tout le monde est formé en tout cas dans le cercle éducatif. Oui, et à leur tour, ils vont relayer cette information au niveau des apprenants. Et il faut dire que c'est au niveau du cours moyen première année, le CME, qu'on dit souvent, où cette leçon est étudiée. Donc, et avant, on non, peut pas allusion. Ni après. Ni après. Et c'était par rapport à la vaccination. Et c'est pourquoi je parlais de plaidoyer qu'on ferait au niveau de l'autorité. Je vais parler du ministre des Enseignements maternels et primaires, afin que cette matière particulièrement soit intégrée dans les programmes scolaires pour que ça devienne une matière en plein temps, depuis la maternelle même jusqu'au CM2, si on peut ainsi dire. Docteur Alanoto. Monsieur Tanguy. Oui, je parlais de la place justement que vous accordiez, n'est-ce pas, à la société civile dans cette campagne que vous aviez engagée à vacciner à la limite 90 000 animaux, etc. J'ai l'impression que c'est un cercle fermé où on ne s'ouvre pas aux autres acteurs pour permettre de faire passer davantage le message. Non, du tout pas. Fondamentalement, nous avons l'association béninoise de lutte contre la rage, abrégée ABL-RAGE. Nous avons Rotary Club Nautil de Cotonou, pour ne citer que ces deux-là, qui sont des associations qui nous accompagnent fortement, qui nous appuient sérieusement en matière donc, de la sensibilisation et même d'intervention de vaccination. Donc je crois que tous les partenaires tous les acteurs sont impliqués vraiment dans cette lutte. Et d'ailleurs, vous le savez, il y a eu tout récemment la formation et débriefing des acteurs du média sur la problématique pour que vraiment tout le monde puisse savoir l'importance donc de cette maladie. Et comme vous le savez aussi, nous avons une journée, la journée mondiale de lutte contre la rage, où tous les ministres, disons les 3 ministres sectoriels, sensibilisent la population sur la problématique. Donc tout ça, je crois que c'est ça qui donne le résultat que nous sommes en train d'avoir en matière Il y a un dernier axe de discussion qu'on va aborder, c'est la synergie qu'il y a entre les différents acteurs qui se mobilisent autour donc, de cette thématique-là. On va l'aborder tout à l'heure, mais je voudrais proposer qu'on aille à la régie à nouveau pour suivre un autre élément témoin sur, je dois dire, cette campagne de sensibilisation et voir un peu quel est son impact quant à la mobilisation concernant le volet de la vaccination. On va suivre. J'ai déjà fait le vaccin. Avec j'ai ma fille qui a beaucoup de chiens chez elle. Donc c'est une obligation pour nous de faire la vaccination. Je sais que l'année passée, l'État avait subventionné les vaccins contre la rage. Cela nous était moins cher parce que chaque année, c'est des vaccins qu'il faut refaire. Et par chien, tu peux te retrouver carrément à 30 000 francs par chien pour les vaccins. La campagne a eu lieu en septembre, si je me trompe. C'était gratuit. Et voilà, j'ai amené les 3 chiens à la vaccination. Et quand j'ai fini, j'ai demandé en même temps au cabinet, avec ces subventions-là, à combien me revenait le reste des vaccins. C'était autour de 50 000 et j'ai dû le faire en même temps. Si vous n'avez pas un bon vétérinaire, c'est difficile. Ou bien si vous n'êtes pas dans la maison, c'est encore difficile. Par exemple, moi, je suis à l'extérieur. Et parfois, il faut appeler chaque fois. La dernière fois, le chien a mordu quelqu'un. Heureusement que j'étais vraiment à jour. Sinon, à l'hôpital, on m'a demandé où est le carnet. Donc, c'était compliqué. Donc, on a cherché le vétérinaire la nuit pour que le docteur puisse soigner la personne. C'était compliqué. C'est un peu naturel. Je n'aime pas. Je n'aime pas rester avec des animaux à la maison. Surtout le chien. Le chat même, des fois, bon, quand je trouve ça la nuit, quand ses yeux sont façon là, brillants, donc je n'aime pas. J'ai de l'antipathie pour ça, honnêtement. Oui, les vaccinations sont suivies à cause des problèmes de rage, même par rapport aux habitants de la maison. C'est vrai que c'est dans une maison interne domestique. Et donc, pour qu'il n'arrive pas à des moments où, bon, pour une raison ou une autre, qu'ils mordent et que ça crée des problèmes à la maison avec les enfants. Donc, il y avait comment vous les appelez, un vétérinaire, voilà, qui les suivait. Et de temps à autre, on le faisait visiter. Et
ça suivait aussi bien les chiens que les chats. Cet élément témoin suivi, des réactions, Mme Kounoho, sur les diverses interventions. On a l'impression que la tendance est à la vaccination maintenant. Hein. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Dr Victor a insisté là-dessus plusieurs fois et a même précisé la couverture à partir de laquelle on peut éliminer la rage. 80% de la race canine vaccinée contre la rage permettra d'éliminer la maladie. Donc c'est important d'insister chaque fois, toutes les fois, sur la vaccination des animaux de compagnie contre la rage. Docteur Alanoto. Oui, il faut saluer l'effort de notre gouvernement à travers l'appui de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui on a mobilisé 103 000 doses de vaccins pour les animaux de compagnie. Et c'est cela qui a permis de subventionner et revoir le prix, disons le coût de vaccination à la baisse, comme l'élément l'a dit. Sinon, s'il faut présenter un chien dans un cabinet vétérinaire privé, par exemple, le coût c'est autour de 6 000 francs. Ça revient autour de 6 000 francs par animal. Mais là, nous avons, grâce à cet appui de vaccin, nous avons ramené le prix à 500 francs. Donc la campagne de vaccination que nous avons effectuée, le coût était à 500 francs pour l'éleveur et par chien. Et donc c'est ça d'ailleurs pour la vaccination. D'où nous vient ce chiffre proposé par un des témoins qui a parlé de 30 000 francs CFA tout à l'heure et de 50 000 francs CFA. Comment ça s'arrange? Non, je crois peut-être qu'il est en train de parler peut-être d'un chien qu'il a amené ordinairement à un cabinet, dans un cabinet vétérinaire. S'il l'amène bien évidemment dans un cabinet vétérinaire, il y a d'abord la consultation, il y a d'abord tout ce qui est d'autres éléments, tout soin qui est fait, et donc forcément peut-être c'est cette facture que lui il est en train de lire. Sinon, que pour le vaccin. Que pour le vaccin. Je pense que c'est pas pour la vaccination contre la rage seule. Voilà. Parce que quand tu amènes ton chien ou le chat vers le vétérinaire, il y a un paquet. Oui, puisqu'il y a d'autres affections pour lesquelles on vaccine les animaux. Donc ça doit être le paquet qui lui a coûté 30 000. Sinon, bon, j'ai eu de chiens aussi. Bon. Dr Koujo, pardon. Oui, bon, je crois que je suis dans les mêmes sillons que Dr Victor pour dire on avait constaté dans le zoo une grande mobilisation autour de la vaccination. Je pense que les populations avaient compris qu'il était nécessaire d'aller faire vacciner les chiens. Les gens sont sortis massivement et le coût c'était quasiment gratuit parce que de 6 000 francs à 500 francs, je crois que ce n'est plus une réduction, c'est un don. Docteur Nata, je m'aligne à mes prédécesseurs pour dire qu'il faut surtout privilégier la vaccination et le suivi des chiens et leur hygiène sanitaire, parce que comme c'est un animal domestique, il faut quand même qu'il y ait de l'hygiène autour pour éviter d'autres infections par rapport aux... Parce qu'au-delà de la rage, il y a beaucoup d'autres animaux, maladies que ces animaux peuvent amener à la maison. Mesdames et messieurs, on va maintenant donner la parole au public qui a fait le déplacement, qui a suivi quand même les échanges jusque-là. Ce sont des gens qui sont impliqués un peu dans l'opération de sensibilisation au plan national engagée par les différents acteurs invités autour de cette table. On va commencer déjà par le public à ma droite. Monsieur, vous avez votre micro. Vous voudrez bien vous présenter puisque vous aviez été aussi mêlé à la campagne de sensibilisation. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Ici c'est monsieur Babodo Valentin. Je suis le directeur de l'école primaire publique de Saint-Ocouf A. C'est ça. Je représente tout le complexe. Ici. Donc effectivement, nous avons été formés. Et en ce temps, nous avons pu sensibiliser sur place 608
personnes. Dans votre complexe? Oui, dans notre complexe. Et nous avons expliqué aux enfants qu'ils ne doivent pas s'amuser avec les animaux comme ils le faisaient d'habitude, et que surtout, lorsqu'ils ont des plaies sur leur corps, de les protéger et de prendre les dispositions pour ne pas être mordus par les animaux domestiques surtout. Est-ce que les enfants ne se sont pas fâchés contre vous quand vous leur dites de se méfier de leurs chiens? C'est leurs chiens, c'est leurs amis? Et nous avons bien expliqué, ils ont compris qu'on s'amuse avec les animaux, mais il faut être prudent. Ça. Puisque nous ne savons pas si l'animal est enragé ou pas. Donc, il faut se méfier et surtout se renseigner autour de soi pour savoir si, par exemple, il y a des chiens dans le quartier autour de la maison, est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas. Donc, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Ils ne se sont pas fâchés contre vous. Pas du tout. Passez le micro à votre gauche, à madame. Madame, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Tanguy. Ici, vous avez madame Anani Clarette Elvie, épouse au Rompé et directrice de l'EPP Révier Zongossi. C'est ça. Je viens d'un complexe également. Et comme l'a dit le directeur, le projet est rédigé et nous a formés entre-temps sur cette maladie, la rage. Et moi, mon rôle en ce temps, ça a été de sensibiliser les apprenants, le personnel, le bureau un peu, y compris les vendeuses de l'école en ce temps. Et au total, j'avais eu à sensibiliser 995 personnes. De votre établissement? Oui, du complexe. Et en retour, j'ai eu à demander aux apprenants de relayer l'information dans leur maison. Et à travers ce travail, je pense que nombreux ménages ont été sensibilisés également. Et la confirmation que j'ai eue est que certains parents s'étaient rapprochés de moi pour avoir plus d'éclaircissement sur la conduite à tenir face à ces animaux domestiques. Vous n'avez pas eu de difficulté à faire la sensibilisation? Il n'y a pas eu d'obstacle? Non, pas du tout, puisque le projet rédigé nous a eu à former comme cela se doit. Ils nous ont bien outillés. Donc j'étais bien imprégné sur la question. C'était passionnant? Oui. Ou c'était distrayant? Non, c'était passionnant. Puisque moi-même j'aimais ces animaux. J'avais déjà des animaux domestiques, plus précisément les chiens. Vous en avez toujours, non? Oui, toujours. Ils sont tous vaccinés, je présume? Bien vaccinés. D'accord. Passez le micro à monsieur pour qu'il se présente aussi. Merci, monsieur Tanguy. Moi, c'est Justin Lodonou, inspecteur de l'enseignement du premier degré. Actuellement, j'occupe la fonction de chef de commission scolaire d'Abomey-Calavi 1. Abomey-Calavi 1, ça fait l'ensemble des écoles maternelles et primaires des arrondissements de Calavi Centre et d'Akasato. Ok. Merci. Alors, donc vous aussi avez été impliqué dans la campagne de sensibilisation. Exactement. Et ça ne vous a pas trop coûté de temps là, quand on sait que vous êtes suffisamment chargé pour parcourir l'ensemble de ces établissements en une semaine? Effectivement, l'objectif plutôt n'est pas de parcourir ces écoles en une semaine, mais d'assurer quand même la formation, l'encadrement et le suivi des enseignants dans ce qu'ils font dans les écoles. Et c'est justement à ce titre que nous apprécions l'implication des enseignants et des élèves dans la sensibilisation sur cette maladie qu'est la rage. Et je pense que cette sensibilisation va porter ses fruits étant donné qu'on est en train d'atteindre un large public qui va être au fait de cette question de la rage et de l'entretien des animaux domestiques. Est-ce que vous aviez une idée de la réceptivité au niveau des enseignants quand vous leur parlez? Bien sûr, les enseignants sont bien ouverts et bien intéressés par cette question. Nous pouvons déjà dire qu'au niveau du primaire, au CM1 surtout, la rage est une maladie qui est déjà abordée dans la classe de CM1, comme on dit. En classe de CM1, dans la situation d'apprentissage numéro 5, où on parlait des vaccins.
Et c'est à juste titre qu'on doit faire un clin d'œil vers le vaccin antirabique. Et c'est à ce titre-là qu'on a parlé de la rage. Et je pense que notre objectif aussi, surtout, consiste à atteindre, comme je le disais tout à l'heure, un large public. Et là, les enseignants, nous ferons en sorte qu'ils soient suffisamment informés, puisque le nombre de communes atteint maintenant par le programme C25, il va falloir que les 77 soient intéressés, soient impliqués. Et là, c'est un plaidoyer que nous allons adresser à notre ministère pour que dans les thèmes d'unité pédagogique, et lorsqu'on parle d'unité pédagogique, c'est un regroupement d'écoles où l'on aborde des questions pédagogiques et même administratives. Et là, on va essayer d'aborder ces thèmes-là dans ces unités pédagogiques. Et ça va atteindre un large public ou bien le grand nombre d'enseignants pour qu'ils puissent aussi donner ces informations-là aux enfants. Et des enfants, on ira vers les parents. Est-ce que les enseignants ne se plaignent pas du temps de travail, du temps scolaire, puisque justement c'est tellement rigoureux et là-bas, comme c'est des enfants aussi, c'est difficile à contrôler. Si vous en ajoutez un peu plus, ça va être compliqué, non? Est-ce qu'ils ne s'en plaignent pas? Ce n'est pas une nouvelle matière qu'on crée, ce n'est pas un nouveau domaine qu'on est en train d'exiger d'eux. C'est déjà existant, c'est existant déjà dans les programmes d'études. Et donc, pour les unités pédagogiques, par exemple, ce sont les enseignants eux-mêmes qui proposent des thèmes de formation. Et ces thèmes font l'objet d'une validation au niveau central et qui nous est envoyée par la suite. Et c'est à nous d'organiser, de préparer les modules de formation et de réunir les enseignants et de leur administrer ces modules-là. Et je pense que quand le module est administré, l'enseignant est outillé pour faire la démultiplication après. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Je vais aller vers la rangée de ma gauche. Commencez par, c'est pas à qui remettre le micro, à vous, d'accord? Vous allez partager avec nous, présentez-vous d'abord et partager avec nous, ma foi, vos expériences dans le domaine de la sensibilisation actuellement en cours. Merci beaucoup Tanguy, mon nom c'est Jean Zoutchegwe. Je suis directeur à l'EPP Wedo Adjagbo B, c'est dans l'arrondissement de Wedo. C'est ça. Et dans Calavi, Aboumé-Calavi, la commune d'Aboumé-Calavi. C'est ça. Comment ça se passe, la sensibilisation? Je pense que notre rôle c'est d'informer la communauté sur l'agent causal, les symptômes, les modes de transmission et les moyens de prévention de cette maladie, la rage. Et nous avons plus mis l'accent sur l'aspect prévention. Parce que déjà, quand on nous avait formé le 26 septembre 2023, le 28 c'était la journée mondiale de lutte contre la rage. Là, nous avons fait une sensibilisation de masse à l'EPP Wedo Centre, qui est devant l'arrondissement là. Et comment ça s'est passé? Il y avait beaucoup d'acteurs là. Les vendeuses de l'école, les enseignants, le bureau de l'association des parents d'élèves avait été en une assemblée générale dont nous avons profité pour sensibiliser toute cette masse. Les apprenants également étaient là. Et je m'étais fait accompagner par la conseillère pédagogique, Madame Kounou Hortense, qui est actuellement la CP de la zone numéro 1 de Calavi 4. Alors, on ne s'est pas arrêté à ce niveau. Nous avons continué cette sensibilisation dans notre école, à Wedo Adjagbo. Souvent, lors des cérémonies de couleurs, le lundi matin, qu'est-ce qui se passe? Nous essayons de revenir sur les aspects préventifs de cette maladie qui est la rage. Et à cet effet, nous avons impacté 976 comment on l'appelle, apprenants, y compris les enseignants également. On ne s'est pas arrêté à ce niveau également. Nous avons essayé de démultiplier cette sensibilisation dans les unités pédagogiques. En ma qualité de responsable d'unité pédagogique, j'ai continué cette sensibilisation lors des unités pédagogiques. Il y a eu du temps pour tout ça? Il y a une ouverture d'esprit pour tout ça chez les cibles? Oui, tout à fait. Il y a vraiment une ouverture d'esprit. Les gens sont vraiment intéressés. Et je pense que ça a eu ses effets. Quels sont les retours que vous avez? Les retours que nous avons, comme l'a dit Madame tout à l'heure, les parents se sont rapprochés de nous pour mieux comprendre la chose. Parce que souvent, les enfants n'arrivent pas à expliquer à fond
ce qu'on leur a dit. Donc quand les parents viennent vers nous, on revient sur l'aspect préventif, sur tout ça. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc nous mettons l'accent sur la prévention. Parler d'agents causaux et consorts, ça, je pense que ça serait trop ennuyer les parents. Mais on insiste sur l'aspect préventif. Voilà. Est-ce qu'une séance avec les parents d'élèves ne vous arrangerait pas mieux? Oui. Avec l'association des parents d'élèves, par exemple. Justement. Plutôt que d'aller de parents. Nous sommes en train d'envisager la chose. Au fait, de façon trimestrielle, nous avons toujours des assemblées générales dans notre école. Et je pense que nous sommes en train de finir le deuxième trimestre pour ce mois. Et lors de l'assemblée générale des parents d'élèves, qui va se tenir pour ce mois-là, nous allons profiter pour continuer la sensibilisation. Voilà. Et comme l'a dit mon inspecteur tout à l'heure, nous pensons qu'il serait quand même bon de lancer un plaidoyer au gouvernement pour que la sensibilisation soit quand même plus accrue. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, on a quand même une belle récolte, ma foi, des témoignages, chers invités. Est-ce que cela vous a inspiré quelque chose? J'ai l'impression que tout est efficace et que tout tourne rond là, et que les objectifs sont efficacement atteints. Docteur Kounoufo, les réactions vous inspirent quelque chose? Les contributions du public? Je trouve que cette intervention du projet Rédissé est la bienvenue, puisque ça a permis quand même de sensibiliser beaucoup de gens au sein de la communauté, les enseignants, les apprenants et aussi les parents, puisque les enfants ont fait le relais au sein de leur famille. Donc du coup, beaucoup de gens ont l'information aujourd'hui sur la rage et savent désormais que la vaccination est un élément important de cette lutte-là. Docteur Nata, une réaction par rapport au public? Je voudrais dire simplement d'observer tout ce qu'ils ont reçu comme formation. Et je voulais ajouter que même en s'amusant, on ne sait jamais avec le contact d'autres chiens. S'ils pensent que les chiens sortent souvent, de temps en temps, de mettre une bassine d'eau devant le chien pour voir sa réaction, avant que ce ne soit trop tard. Parce que si le chien commence par éviter de regarder l'eau, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, Monsieur Tanguy, je voudrais féliciter et remercier tous ces acteurs qui se sont aussi investis à leur niveau dans la lutte contre la rage avec l'appui des partenaires pour dire qu'effectivement la lutte contre la rage est du ressort de la multisectorialité. C'est là où le One Health s'exerce dans toute sa plénitude. Je voudrais donc les encourager à continuer de s'investir davantage, puisque nous avons compris, c'est évident que pour arriver à bout de cette maladie grave et quasi mortelle, qu'il faut forcément mettre un point d'honneur sur l'information à donner à la population et sur la vaccination. Et en choisissant le milieu scolaire comme vecteur de cette information, on a la certitude qu'on pourra atteindre efficacement les objectifs. Docteur Alanoto. Oui, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers ma voix, salue les acteurs du ministère de l'Enseignement pour ce rôle déterminant qu'ils jouent dans l'implémentation et dans la lutte contre la rage au Bénin. Parce que prendre des enfants comme cible, vraiment, ça fait partie des choses que auparavant, on n'avait pas pensé vraiment à ça. Et grâce au projet Rédissé, aujourd'hui, on a compris davantage que en impliquant ces acteurs dans le cadre de One Health, comme le directeur l'a dit, je crois que fondamentalement, on va encore beaucoup plus avoir des résultats plus probants. On a constaté quand même que c'est en tout cas un engagement multi-acteur, multi-secteur. Mais est-ce que vous parlez? Est-ce que vous échangez? Mais chacun a son chronogramme dans son petit coin.
Monsieur le directeur? Non, pas du tout. La riposte au niveau du département du Zou n'aurait pas été efficace si chacun restait dans son coin. Ok. Il faut déjà dire, je le dis, je répète, et je remercie le préfet du département du Zou qui a pris les devants très rapidement parce que en termes de multisectorialité, il faut bien que le lead soit sous l'autorité préfectorale. Donc le préfet a pris, pas arrêté, a convoqué, a constitué un comité de riposte. Ce comité a eu un chronogramme bien déterminé. Donc il y a des interventions synergiques et il y a des sessions de rencontres de redéfinition des priorités, des interventions à faire très rapidement, des personnes qui seraient impliquées. Et vous l'avez dit à l'entame de cette séance qu'il y a eu des abattages des chiens. Ce n'est pas des agents de santé qui iront abattre les chiens. Voilà, donc il y avait la santé humaine, la santé animale, il y avait la police républicaine, il y avait les sapeurs-pompiers, il y avait les affaires sociales également, parce qu'il était question également de prendre en charge les aspects sociaux. Il y a eu des gens qui ont perdu un papa et tout cela, donc c'était important, la multisectorialité. Donc on se parle et à l'échelle départementale, il existe également la CAD, qui est la conférence administrative départementale qui réunit tous les chefs services déconcentrés, y compris donc les chefs services One Health. Et du coup, donc, s'il y a une problématique qui implique plusieurs secteurs, c'est déposé sur la table et on en débat. Donc on se parle vraiment. Merci. Oh, comme a dit le directeur, la riposte contre la rage répond parfaitement à l'approche une seule santé. Dans mon intervention tout à l'heure, j'avais souligné qu'il y avait la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale à travers le ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. On a le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Dr Goudio a précisé tout à l'heure son intervention dans le cadre de la prise en charge, l'appui psychologique, le volet social. Il y a la police républicaine qui est intervenue dans la riposte au niveau du département du Zou. Je voudrais également préciser que lors de la journée mondiale de lutte contre la rage dont a parlé un des intervenants tout à l'heure, le lancement de cette journée en 2023 a été co-présidé par les 3 ministres du One Health, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Et également aujourd'hui, il y a un document en cours d'élaboration pour qu'il y ait une harmonie dans cette riposte contre les épidémies en général, pas uniquement la rage, mais pour voilà. Et puis c'est une priorité pour l'ensemble de ces ministres et c'est sous le lead du ministre de la Santé qui est le président du Conseil national de lutte contre les maladies, si vous avez cité tout à l'heure, le VIH-Sida, la tuberculose, paludisme. Voilà. Oui, madame. Merci. Oui. Je parlais de la proximité que vous avez à discuter avec les autres acteurs pour voir quand même avoir des activités et des actions qui soient le plus efficaces possible. Bien sûr. Nous travaillons souvent avec le ministère de la Santé, en l'occurrence le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, et j'en passe. Voilà, nous sommes à l'opérationnel, je vais dire, quand nous avons nos activités, nous allons passer les spécialistes à leur niveau pour mettre nos projets en pratique. Et eux, quand ils ont besoin de notre population, ils viennent également vers nous. C'est ce qui s'est passé pour la rage. Voilà. Bon, ben, ça c'est très bien. Au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Oui, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est partie de la plateforme mutuelle santé
cette plateforme logée au niveau de contre les épidémies en général et toutes les activités que nous menons aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la rage se font dans le cadre Une Seule Santé. D'ailleurs, tous les documents de procédure élaborés ont été faits dans un cadre Une Seule Santé. Tous les acteurs des ministères sectoriels sont réunis chaque fois pour discuter donc de la question. La riposte dans le zoo en est le témoin de l'opérationnalisation donc de l'aspect One Health au niveau déconcentré. Et donc, le niveau national est vraiment déjà outillé et cette plateforme-là nous réunit chaque fois. Donc, on se parle très bien. J'ai l'impression que tout tourne rond là-bas, que c'est la bonne intelligence. Il n'y a aucune difficulté dans tout ce que vous faites là. La lourdeur administrative, tout ce qu'on connaît un peu à notre administration, les difficultés de collaboration, la lenteur de prise de décision, le suivi, etc. Tout va bien. Apparemment, j'ai des départemental. Oui, tout est parfait. Tout n'est pas parfait dans le monde, mais bon, tout va quand même assez bien. Et il faut juste comprendre que en situation d'épidémie, ça devient une préoccupation majeure pour tout le monde. Donc, quand on est en situation de crise, chacun essaye de mettre en priorité le One Health et ça a permis d'avoir les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et c'est une crise qui a été rapidement cernée et ça n'a pas duré dans le temps. Voilà. Docteur Alain Nto? Oui, notre pays fait d'efforts. Donc je crois que quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Donc nous faisons beaucoup d'efforts en termes donc, de la vie ensemble, en prenant comme l'intérêt général la santé. Et donc aujourd'hui, en ce qui concerne donc les aspects liés à One Health, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Les ministères sectoriels, je crois, même de façon, je vais dire même de façon, on s'appelle, moi où je suis, je peux rapidement appeler celui qui s'occupe de la surveillance au niveau de la santé humaine et j'ai des informations dont j'ai besoin. Vous voyez, tout dernièrement, il y a 3 semaines, où on a connu des cas de morsure de chiens dans une commune de chez nous, mais ça a été très rapidement géré. Dès que nous, au niveau des services vétérinaires, nous avons eu l'information a été rapidement partagée au niveau des secteurs. Donc, la plateforme aujourd'hui qui est disponible travaille et il faut saluer ça. Moi je suis heureux pour vous, pour que tout tourne bien. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure cet entretien, Madame Nata, ça va? Oui, ça va bien, Docteur Tanguy. C'est pour surtout saluer et remercier mon ministre de tutelle, je vais nommer Saliman Karimi, qui a adhéré d'abord à cette vision du projet Rédissé et qui nous a autorisé, parce que s'il ne dit pas oui, il n'y aurait pas eu toutes ces sensibilisations et je ne serais pas présente non plus ici. Je voulais profiter de ce plateau pour lui dire merci. Merci pour le gouvernement qui l'a mis là et merci pour toutes les autorités du ministère qui accompagnent les missions du programme de lutte contre le sida. Et merci Monsieur Tanguy. Et comme docteur Nata, je vais dire les remerciements au président du conseil national du CNLSTP, qui est le ministre de la Santé, pour son engagement et son leadership autour de la lutte contre les épidémies en considérant l'aspect One Health en général, parce que nous ne travaillons pas sans les autres parties prenantes de la lutte contre la maladie. Et puis c'est vraiment une priorité pour lui et pour les autres ministres. Oui. Merci. Je pense que mon mot, le premier va à l'endroit des populations pour leur dire de façon claire que la rage existe, que c'est une maladie grave, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie et que lorsque on se fait mordre par un chien, le premier réflexe, c'est surtout ne pas abattre le chien. Et ensuite, il faut laver à grande eau la lésion causée
par la morsure à l'eau et au savon neutre comme Palmeda, par exemple, et se porter directement vers un centre de santé et de se prêter scrupuleusement aux prescriptions des agents de santé. C'est le gage de survie lorsqu'on se fait mordre par un chien et que pour la population, il faut que nous vaccinons nos chiens. Je voudrais remercier le gouvernement et le ministre de la Santé qui nous ont vraiment soutenus au moment où nous étions en train de gérer cette épidémie, notamment par la mise à disposition prompte des intrants de lutte, en l'occurrence les vaccins. Et comme je l'ai dit, ces vaccins ont été rapidement mis à disposition et ça a permis de soigner beaucoup de cas, comme je l'avais annoncé à l'entame. On a eu plus de 250 cas de morsure, mais nous n'avons eu que 4 cas de rage qui décèdent presque toujours. Donc c'est dit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont fait mordre, mais qui n'ont pas présenté les symptômes de grave. Et ça, c'est grâce à l'effort du ministre de la Santé et du gouvernement. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, au-delà de l'appel du TDS à la population sur la vaccination, je voudrais rassurer la population pour dire que les services vétérinaires disposent aujourd'hui du dispositif donc, de neutralisation des animaux dangereux. Donc aujourd'hui, s'il y a un lion qui s'échappe de son abri, nous avons la possibilité de rapidement neutraliser. Déconcentrer comme ça voilà, sur l'ensemble du territoire national. Et ces structures, ce dispositif au niveau national et qui peut être rapidement déployé. Voilà. Donc ils peuvent être très rassurés par rapport aux animaux dangereux. On peut tous élever des lions désormais. Voilà. Donc, mais toutefois, la garde des animaux est sujette à des tests. Ou devrait être autorisé, il y a des règles et des dispositifs dans ce sens-là. Allez, merci beaucoup chers invités autour de cette table. C'est la fin donc de cette émission spéciale sur la rage et tout ce qui se fait en termes donc de campagne, de vaccination, de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des populations. Je dois dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette émission, à commencer déjà par mes invités, Dr Winok Goudjon, directeur départemental de la santé. Merci beaucoup d'être venu par ici. Docteur Simone Kounoukhoum, chef département de la surveillance épidémiologique et du suivi et évaluation. Merci beaucoup au niveau donc du Conseil national. Et puis, Dr Espérance Obolté, épouse Nata, merci beaucoup d'être passé par ici. Vous êtes coordonnatrice du programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST, les épidémies, enfin, toutes les maladies. Au niveau donc du ministère des enseignements maternels et primaires. Et enfin, Dr Victor Alanoto, chef service santé animale au niveau donc du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Merci à vous d'être venus. Merci à mon public aussi d'être passé par ici, chers inspecteurs, directeurs et institutrices. Merci d'être passé. Merci aussi à vous aussi. Je dois dire merci aux structures partenaires qui ont contribué à la tenue de cette émission. Les invités ont commencé à les évoquer, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, à travers la direction de l'élevage et de la pêche, le ministère des enseignements maternels et primaires, à travers le point focal de lutte contre les maladies, le projet Rédissé, qui est quand même l'acteur central donc autour de cette action donc de mobilisation autour et contre la rage. Et puis enfin la Banque mondiale qui appuie fortement cette démarche-là. Merci donc à tous, notamment aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation et l'enregistrement de cette émission et qui a à sa tête Augustin Vidicon. Merci doublement à vous, chers téléspectateurs, qui êtes restés en notre compagnie du début jusqu'à la fin. Vous dites donc un sincère merci pour cette écoute, cette fidélité à renouveler. Vous souhaite de passer de très bons moments d'écoute et de suivi de votre télévision Canal 3 Bénin et au revoir.